Bonsoir. Les députés sont convoqués pour la session de mars 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé dans quelques jours pour la deuxième session ordinaire de l'année législative 2021 à l'Assemblée nationale. Les élus de la nation vont travailler sur l'adoption des projets de loi. Ce jour, l'invité de la semaine, c'est un député élu lors du double scrutin de février 2020 au Cameroun. Il s'appelle Samuel Dieudonné Motte. Samuel Dieudonné Motte, bonjour. Bonjour Lille. Comment vous allez? Très bien. C'est un plaisir de vous avoir comme l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Merci également pour l'invitation qui m'a été faite. J'ai commencé à désespérer, mais mon tour est arrivé finalement. Vous avez été élu lors du dernier scrutin au Cameroun, législatif et municipal. Comment on se sent lorsqu'on a tous ces attributs de député de la nation? Beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de responsabilité. Fierté d'abord parce que avoir cet honneur-là de parler au nom des autres, au nom d'une population qui vous a désigné, c'est beaucoup de privilèges. Mais c'est également une lourde responsabilité parce qu'on voit très bien qu'il y a un certain nombre d'espoirs qu'on a suscités au moment même où on demande cette élection. Mais on sent également bien, au-delà même de ces espoirs qu'on a suscités, qu'il y a un effort à faire pour pouvoir essayer de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Vous vous considérez comme député de la nation ou député d'une CAM? Aujourd'hui, je suis député de la nation. Mon père Ndiamole ne m'en voudra pas que je dise également je me sens principalement député d'une CAM parce que c'est la population camerounaise qui m'a élu. Mais bien entendu, quand vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale, vous ne vous battez pas uniquement pour votre région. La première intervention que j'ai faite à l'Assemblée, c'était de dire au ministre quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour pouvoir juger de la pertinence de l'allocation des ressources. Nous fondons sur des images qui viennent de l'extrême nord, où on dit effectivement qu'il y a des enfants, je ne sais pas si à tort ou à raison, il y a des enfants qui fréquentent sous l'arbre. Ce n'est pas concevable dans une république, alors que par ailleurs, je sais que dans d'autres localités, il y a des bâtiments que l'on construit là où il n'y a pas du tout d'élèves. Donc quand je dis à un ministre quel est l'élément de contrôle que vous utilisez souvent pour pouvoir juger de la pertinence de l'allocation de ressources, vous voyez très bien que je ne parle pas uniquement pour la population camoise. Je suis interpellé par ce qui se passe de mauvais et à la limite condamnable dans une région, même si je ne suis pas issu de cette région. On reviendra dessus tout à l'heure au regard de votre sortie à l'Assemblée nationale l'année dernière. Alors, pour vous, être député est une consécration politique au regard des services déjà rendus au sein de votre parti politique? Non, une consécration, non. Si vous partez dans le sens de la consécration, ça veut dire que vous rentrez dans l'auto-glorification. Très souvent, mais c'est peut-être propre à moi, généralement j'ai cherché à avoir peut-être quelque chose, une fois que je l'ai, on passe à l'essentiel après. Parce qu'on a trouvé que vous avez beaucoup combattu, enfin, vous avez beaucoup travaillé au sein de votre parti. Il était temps justement que vous soyez député. Mais c'est aussi bien d'être reconnu. Nous courons toujours vers ce désir de reconnaissance là dans tout ce que nous faisons. Vous pensez que vous voulez être brillant journaliste, pourquoi? Pour que sur la place publique vous puissiez être reconnu. Quand nous faisons également quand nous faisons la politique, premièrement nous avons la reconnaissance des populations, mais si l'institution également pour laquelle vous militez arrive à porter un regard positif sur vous, oui, effectivement, ça fait beaucoup plaisir. Parce que ce désir de reconnaissance-là, nous courons derrière. Une fois que nous avons assuré les besoins de première nécessité, les besoins sécuritaires, la seconde étape, et ça c'est fatal, c'est les relations humaines qui nous l'enseignent, c'est la psychologie qui nous l'enchaîne, on part toujours vers des besoins de reconnaissance. Et effectivement, c'est une reconnaissance qui a été portée à ma personne. Oui, effectivement, c'est un honneur. Et ça a d'ailleurs été salué par la communauté nationale et les communautés même d'une CAM l'année dernière. Quand vous vous retrouvez au milieu de cette population, est-ce que vous sentez le poids de votre responsabilité en tant qu'honorable? Bien sûr, mais je vous l'ai dit au départ, sincèrement, pour des gens qui font de la politique parce qu'ils vont souvent en aventure, non. Quand vous allez voir, si vous avez également le principe de la parole donnée, quand vous dites aux populations, je vais essayer d'améliorer, vous êtes lié par cette parole-là. Hein. Après, maintenant, vous avez des contraintes. C'est-à-dire que nous, notamment les députés, c'est quoi? C'est des crières. Pour qu'on puisse être entendu par le gouvernement dans le cadre notamment de l'allocation de ressources, dans le cadre de conduite des politiques de manière générale. Nous sommes des crières, nous sommes là pour pouvoir accompagner de telle manière à ce qu'on puisse également porter au-delà de nous un regard de population très souvent que nous représentons. Vous faites bien de parler de population. Aujourd'hui, elle compte sur vous pour légiférer et contrôler cette action gouvernementale dans le domaine de la rationalisation de la dépense publique, la redistribution équitable de la richesse nationale. Alors, on vous a vu lors de votre première prise de parole à l'Assemblée nationale revendiquer
ce qui vous revenait de droit, au fait du moins pour les populations banènes, la forêt d'Abo, qu'en est-il exactement? Je n'en sais absolument rien, mais quand je vous le dis, c'est avec beaucoup de déception. Il y a eu beaucoup d'amalgames sur ce dossier-là. Et je peux vous dire que je porte encore des stigmates de la façon avec laquelle le dossier a été géré. Je vais faire simple. Vous avez cette forêt-là, effectivement luxuriante, qui est convoitée de par tout le monde aujourd'hui, qui était en fait le berceau de nos ancêtres. Mes parents y sont nés, mes arrière-grands-parents y sont nés. En 1963, on a été déguerpis pour des raisons que vous connaissez, la guerre des indépendances, parce que très souvent la zone avait été étudiée comme étant base arrière des maquis. Vous avez retrouvé comme des déplacés internes. Voilà, on a été déplacés. En 2006, les ONG tombent dessus en disant que c'est la terre promise, la terre vierge, et donc on peut transformer ça en parc. Si vous transformez un espace comme celui-là, où il est très important, en parc, ça veut dire que vous fermez la porte au retour de la population qui est la mienne. Et j'ai pensé, à tort ou à raison, mais je pense qu'à tort, à raison, que dans le cadre de ce qui s'est dessiné, qui était une unité forestière d'aménagement, voilà, on avait la possibilité de repartir chez nous. Parce qu'au moins, quand vous mettez un forestier dans la zone, même s'il ne vous aime pas, même s'il vous déteste, il vous fera quand même une route. Ce qui nous fait de faux aujourd'hui, parce que nous tenons à cette zone-là, c'est la route. Il y a à peu près 100 ou 150 km de route à faire. Vous ne pouvez pas demander au gouvernement aujourd'hui, les ressources étant limitées, d'aller faire une route là où il n'y a pas de population. Mais avant de revenir à cette affaire d'infrastructure, notamment sur le plan routier, est-ce que l'arrêté du Premier ministre transformant donc ce massif-là en unité forestière d'aménagement a mis fin aux divisions au sein de la communauté? Non. Mais également les points de vue divergents, il faut faire avec. C'est la vie publique qui est ainsi faite. Écoutez, dans le cas, on discutait entre nous, hein, voilà ce que j'ai dit aux gens. Il y a des gens qui sont pour le fait du juridisme dans le dossier en disant à partir du moment où tel État n'a pas été, à partir du moment où on ne nous a pas donné telle ou telle garantie, nous on dit non. J'ai dit également qu'il y a une solution médiane qui consiste à dire au moins que le gouvernement, que le projet ne prospère pas sans nous. Parce que sans nous, tout ce qu'on va prendre comme option là-dedans, comme on n'aurait pas été consulté, ça risque de se faire contre nous. Donc on va faire deux camps. On fait deux camps. Il y a des gens qui contestent, il y a des gens qui vont négocier. J'étais dans le camp des gens qui négociaient. En disant, s'il y a un camp qui gagne, il gagnera pour toute la communauté. C'est bien clair. Mais attention, le camp qui fera perdre la communauté, on va leur demander des comptes. Je pense que ça, il peut vous assurer, effectivement, peut-être l'aide des comptes n'est pas encore arrivé, mais un jour on demandera des comptes. Parce que le fait que ce projet-là ait été stoppé, l'épée de Damoclès du parc revient sur nos têtes. C'est-à-dire que demain, là, on peut se réveiller, on dit la zone est un parc. Quand les gens disent nous faisons la revendication pour nos terres, l'option du parc vous prive de vos terres à jamais. Alors que dans l'option de l'UEFA, premièrement, on repartait. Et là également, je disais aux gens, à chaque génération son combat. Le combat qui est le nôtre, qui est le mien, qui est celui de ma génération, c'est dans un premier temps de reloger les gens dans la zone. Après, maintenant, les revendications foncières, on les lègue à la génération d'après. Mais, et puis, ils seraient mieux à même de défendre les terres parce qu'ils seront à côté. Mais on va vous demander, Dieudonné Samuel, que représente véritablement cette forêt pour le peuple banène? Est-ce qu'il y a un lien affectif particulier? Mais un lien affectif fort. Je peux vous assurer, j'y suis né. Tout le contraire d'un certain nombre de personnes qui parlent aujourd'hui. J'y suis né. J'ai fait mes 6 premières années à l'intérieur de cette même forêt. On a été délocalisé pour être mis un peu à la périphérique. Et je suis parti de là quand j'avais 12 ans. Mais c'est un tout. Je vais vous donner également un symbole. On disait à nos parents, vous sortez. Sous la menace de l'autorité militaire, ils sortaient dans la journée, dans la nuit, ils repartaient. Mon père a dû essuyer des tirs parce qu'une nuit, on l'a encerclé. On a commencé à tirer. Quand il a vu les soulettes passer, il s'est enfoui. Pour vous dire effectivement qu'on n'a pas quitté cette forêt-là de bon cœur. On tient à y repartir parce que c'est la zone la plus fertile. Parce que là, en plus, aujourd'hui, vous dites les banènes. Oui, c'est une communauté, les banènes. Mais là encore, il y a des erreurs qui ont été commises dans le secteur. La plupart des gens qui ont parlé, qui ont pollué l'information dans les réseaux sociaux, c'est certes des banènes, mais ce n'est pas des banènes de cette zone. Et je dis à mes frères aujourd'hui, nous sommes certes des banènes. Si nous sommes dans une démarche communautaire, il faut respecter les spécificités. Sous-entendu, dans la zone concernée, les gens qui étaient concernés, c'est 2 peuples.
les Ndig-Biakat, c'est-à-dire les descendants de Biakat, et les Ndig-Nanga, c'est-à-dire les descendants de Nanga. Les autres qui sont à la périphérie, avant de prendre position, ils consultent les deux communautés pour pouvoir dire qu'est-ce que vous en pensez. Cette histoire-là où on a commencé à dire les Banènes, c'est qui? Il y a des Banènes dans le Nituko, ce sont mes frères. Il y a des Banènes en Ndig-Nimé qui sont mes frères. Moi, je suis de Yingi, l'arrondissement de Yingi. Mais même à l'intérieur de Yingi, vous avez 5 cantons. Il y avait 2 cantons qui étaient concernés par le projet. On leur demande d'abord à cette communauté-là, qu'est-ce que vous en pensez? Pour terminer là-dessus. Nous sommes la communauté, même si les gens ont tendance à le contester, les Ndig-Nanga et les Ndig-Biakat, c'est la communauté, parmi toutes les communautés banènes, c'est la plus forte en termes de démographie. Et vous comprenez que lorsqu'on jette dans la rue 7000 âmes en 1957, au moment où démarre ce conflit, vous causez un préjudice innombrable. Et il s'agit de plusieurs hectares Il s'agit de plusieurs hectares occupés, là encore je reviens, par la plus grosse communauté de Banènes en tant que revendication, si vous l'inscrivez dans une revendication cantonale. À l'époque, quand vous disiez les Ndig-Biakat sont 5000 âmes, la communauté qui venait derrière était à 2000 âmes. C'est cette communauté aujourd'hui qui est à la peine. Désorganisée, mais là également, voilà les conséquences. C'est-à-dire qu'autant, par exemple, quand vous voyez les autres communautés parler, ils ont plus ou moins un langage commun, ils peuvent se concerter. Autant celle-là, cette population-là qu'on a jetée en pâture depuis 1963, on n'a plus de repères. Donc du coup, vous avez des voix dissonantes qui sortent de partout. Ce serait bien que l'administration nous donne la possibilité de repartir chez nous. Ça pouvait passer par l'UEFA. Ça semble de se dessiner le contraire. Si l'État nous aménage des routes, on repartira chez nous. Mais je pense également qu'il y a un devoir de mémoire là-dedans et il y a un engagement qui n'a pas été tenu depuis 1963. On sent que vous parlez avec beaucoup d'émotion de ce sujet-là. D'ailleurs, on a senti cette émotion dans le courrier que vous avez adressé au ministre des Forêts. On a eu l'impression qu'on préfère les gorilles aux êtres humains, tels que vous l'avez mentionné. C'est ça justement. Et c'est ça que je disais à mes frères qui contestent la démarche d'aujourd'hui. Je leur ai dit, mais vous savez, y compris pour le parc en 2006, on était d'accord à ce qu'on puisse faire un parc à condition qu'on nous demande de repartir chez nous. On a dit qu'on préfère les gorilles. On a fait des suggestions. La première, c'était de dire, effectivement, vous nous faites partir. On a dit, non, non, c'est un parc. Deuxièmement, on leur a dit, vous mettez les gorilles dans des enclos. On a dit, non, non, les gorilles sont très importants. On a dit, écoutez, si vous ne pouvez pas mettre dans les enclos nos chers gorilles, vous nous mettez, nous, les êtres humains, dans les enclos. Vous voyez jusqu'où on peut aller dans la négociation. On a dit, niet. C'est pour ça, effectivement, quand j'adresse donc cette parole au ministre, je lui ai dit, les gorilles ne peuvent pas être privilégiés par rapport à l'être humain. La biodiversité, c'est quoi? La biodiversité est au service de l'homme. C'est pas la gestion du développement durable. Mais justement. Alors aujourd'hui, vous êtes le député qui milite pour le retour de votre communauté sur cette terre-là. Est-ce que vous avez rencontré tout ce peuple, échangé pour engager d'autres procédures pour faire comprendre justement au pouvoir public, par exemple, l'importance pour vous de retourner sur vos terres? Parce que moi, la question au regard des combats menés depuis, je me demande si aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà sur vos terres? Non, non, je crois que les gouvernants nous comprennent très bien. Hein. D'ailleurs, en 2006, nous ont suivis. Hein. Je vous ai parlé de 5000 âmes. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore des gens sur les terres? Non, 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 c'est notre faute. Il faut que ce soit clair. Quand je vous dis que nous sommes 5000 âmes en 1957, 5000 ans par rapport à une démographie d'aujourd'hui, peut-être nous sommes 200 000. 200 000 sur une population de 20 millions d'habitants, vous ne pesez pas beaucoup. Hein. Mais vous voyez très bien que sur la base des revendications objectives, des mémorandats que nous adressons au gouvernement, on finit quand même par suivre cette minorité-là parce qu'on pense qu'effectivement c'est légitime d'avoir le chez-soi. Maintenant, si nous venons de manière dispersée, chacun disant ce qu'il a envie de dire... Est-ce que vous allez retourner sur vos terres? Là également, la différence entre moi et mes frères qui sont dans une dynamique autre. Ah, je suis reparti chez moi, j'ai construit une installation, mon père a été enterré là-bas, j'y vais de manière fréquente. Je suis l'un des fils de la localité qui est installé encore dans la zone. À la périphérie, c'est-à-dire que là où mon père a vécu, je ne peux pas repartir là-bas parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'on nous discute la zone maintenant. Mais à la périphérie, là, il y avait le regroupement, je suis l'un de ceux qui sont repartis. Mais est-ce que vous êtes conscient qu'aussi le Nkam a une certaine image, les problèmes de route, les problèmes de sorcellerie? Est-ce que ce n'est pas ça qui freine aussi cet engouement vers le retour sur la terre natale? La sorcellerie, il faut arrêter,
madame. Il faut arrêter. Il n'y a pas plus sorcier dans l'ONCAM qu'ailleurs. Et la sorcellerie, là, à la limite même, c'est un mythe. Hein? Je veux être cartésien jusqu'au bout. Effectivement, quand on me dit, voilà un sorcier à côté de toi, j'essaie de prendre mes précautions nécessaires. Mais écoutez-moi très bien, il n'y a pas... Mais pourquoi la zone est si enclavée alors? Problème de route, d'école? Non, pour son passé déjà. Déjà un passé allemand. C'était pas très bien pour être repris par les Français par la suite. Ensuite également, certains d'entre de nos frères sont inscrits dans le maquis. Après maintenant, il y a cette histoire-là qui est née de ce qu'effectivement, si on repart sur ça, on va être tué. Je suis reparti là. D'ailleurs, j'ai même vécu là-bas, on ne m'a jamais tué. Hein, mes enfants repartent là-bas avec allègrement. D'ailleurs, quand ils ont j'ai l'immense bonheur de les recevoir, ils ne peuvent pas venir à Douala. Et puis, ils me disent, papa, on va d'abord au village. Et alors aujourd'hui que vous êtes à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il vous arrive de faire cette adresse-là aux responsables, notamment ceux en charge d'implémenter, de mettre sur pied des infrastructures routières, l'éducation, mettre la pression? Parce que parfois on a l'impression qu'on dit la même chose chaque fois, à chaque session parlementaire, mais on a l'impression que les choses ne bougent pas véritablement. Ça me fait beaucoup de sourire. Il y a des gens qui pensent qu'on va dans la vie publique pour se servir. Ce serait bien que cela change de route. La plupart des gens que vous voyez qui sont députés, c'est des gens qui ont cette âme-là de servir leurs propres concitoyens. Et lorsqu'on vous dites effectivement vous partez à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une revendication personnelle qui vous amène. Hein. Vous y allez effectivement pour pouvoir attirer l'attention, la lumière sur votre localité. C'est ça que nous essayons de faire. Les gens qui pensent autrement, sincèrement, et donc, quand vous pensez effectivement des points d'infrastructure routière dont vous avez parlé tout à l'heure, oui, il faut être là. J'ai présenté tout récemment un dossier au ministère des Travaux publics qui n'est pas sorcier par ailleurs. Il faut qu'il y ait une élite qui lui dise qu'il y a un danger à tel endroit. Et le jour où il me recevait, effectivement, il me dit, mais honorable Motte, vous parlez des ponts qui sont en train de s'effondrer. On n'aurait pas pu être au courant si vous n'étiez pas là. Mais vous n'êtes pas le seul à ce poste en tant qu'élite d'UNCAM. Il y a plusieurs élites qui peuvent bien vous asseoir ensemble et porter la voix. Bien entendu, toutes les applications de l'allocation budgétaire ne passent pas nécessairement par le député. Et vous avez un SG à l'Assemblée aussi. Ouais, pour ce qui est de l'engagement qui est le mien, effectivement, j'essaie de le remplir. Il y a également d'autres élites effectivement, qui peuvent apporter les trucs. Et donc, effectivement, ce serait bien qu'on unisse les forces. Non pas pour aller accabler les ministres, parce que je peux vous dire également, pour ce que j'ai vu en 12 mois, c'est des messieurs vraiment qui sont sollicités. Hein. Et donc, effectivement, là aussi, il faut essayer de faire la part des choses, sans tomber dans l'égoïsme absolu qui consiste à dire il faut que je ramène tout chez moi. Autant on a vu certains députés ramener tout dans leur localité, l'eau, les routes, les lumières. Vous avez parlé tout à l'heure de contrôler l'action du gouvernement. Je serais bien, effectivement, ça fait partie de nos missions. Il faut qu'on s'assure qu'il y ait une répartition équitable des richesses nationales sur toute l'étendue du territoire. Et en ce qui concerne effectivement le département d'UNCAM, je ne sais pas à qui la faute, mais on ne peut pas dire qu'on a été bien servi pendant très longtemps. Mais vous voyez très bien que ça bouge. Hein? Vous n'allez pour me dire, pour aller à Yabassi, vous allez tomber dans la poussière. Il y a une très bonne route qui est en train d'être faite. Mais je peux là également vous dire, il y a une certaine conscience qui est établie à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Parce que quand vous parlez des routes d'UNCAM, on vous dit, oui, peut-être il faudra faire un effort. Mais quand on fait un effort, là c'est le financier qui vous parle. Il faut savoir qu'il y a des besoins à couvrir, mais très souvent les ressources sont limitées. Donc vous le faites dans le temps. Voici donc la session de mars qui est annoncée. Le combat continue, Samuel? Je ne suis pas un combattant, je suis un républicain. Pour une cause, on est un combattant. Hein? Oui, non, bon. Que ça va se poursuivre? Est-ce que oui, je vous l'accorde, mais il est seulement un peu péjoratif. Je veux être un négociateur. Il va apporter la bonne information. Sur ce dossier précisément, est-ce que vous allez poursuivre avec les négociations, rencontrer d'autres élites? Non, sur celui de la forêt de Beau notamment, je ne vais pas. Je ne veux pas y renoncer. Y compris, mais là vous êtes d'une galanterie absolue. Vous avez dit me dire, on m'a dit que vous avez pris des milliards. Je considère, Madame Piéjou, qu'il y a en toute chose, il y a un prix à payer. Et je peux le payer de ma propre personne. Vous avez été désavoué dans ce dossier-là, non, pas du justement. Tout. Pas du tout. Au regard de nombreuses rencontres, les descentes sur le terrain, rencontrer les élites, les chefs traditionnels. Dans ce dossier, pratiquement, quand on regarde les différentes sorties, on se dit, ou bien on a l'impression que vous avez été écarté. Non. Regardez, en plus, là, ce n'est pas un secret. Regardez tous les rapports qu'on fait. Non. Notre démarche, elle est supportée par les... Ce n'est pas une démarche personnelle, hein.
Ça tombe tout simplement que malheureusement ou heureusement, c'est moi qui suis le député de l'air. Non, c'est la démarche des chefs traditionnels, premier et troisième degré confondus. C'est la démarche des grandes élites de la localité. C'est la démarche également qui est la mienne. C'est pas... Après, maintenant, vous avez des gens, effectivement, qui pensent que... Le gouvernement pense tout simplement... Là, j'ai un peu le regret de le dire, de penser qu'à un moment donné, pour un dossier comme ça, on peut être unanime. Je ne crois absolument pas qu'on puisse être unanime. J'ai demandé d'ailleurs que dans le cas de ce dossier, qu'on fasse une consultation populaire dans la zone, sanctionnée par un vote. On verra. Après, maintenant, la République fonctionne. Comment est-ce que vous pouvez faire pour taire un certain nombre de gens qui s'imaginent plein de choses dans la tête? Non. Peut-être même des gens qui s'opposent à ça, vous ne savez même pas pourquoi ils s'opposent. Mais peut-être c'est des combats de personnes. Ce que j'ai fait également comme erreur sur ce dossier, ça également, il faut faire l'autocritique. J'ai pensé que naturellement, c'était la bonne solution. Vraiment, naturellement, c'est un truc de bon sens. En plus, donc j'ai estimé que je n'avais pas à me décarcasser, à aller voir telle ou telle population. Sauf que le camp d'en face était vraiment dynamique, a fait le tour de la planète pour pouvoir dire nous sommes contre, nous sommes contre. Pour quelles raisons nous sommes contre? Ne pensez pas aux populations pour les poser une question aussi juste, avec plein de justesse. Mais aujourd'hui, les choses reviennent à la règle. Et très souvent, je peux vous dire une chose, ma moralité elle est connue. Mais pourquoi le Nkam ne bénéficie pas de toutes ces richesses? Parce que quand je regarde l'histoire de ce peuple, de cette localité, et je vois les élites qu'on a aujourd'hui, pourquoi ce peuple ne bénéficie pas de ces richesses, de ces ressources naturelles? Il y a une revendication au rattachement à cette zone-là qui a été d'une mollesse absolue jusqu'à la fin des années 80. C'est-à-dire que lorsque vous avez rencontré un Kamois, il vous dit à peine que je suis d'un Nkam. Le prophète d'ailleurs dit que je suis né à la périphérie d'un Nkam. Vous avez dit qu'il est droit là? En ce qui me concerne, je ne me cache pas, non. Je suis Banen. Je suis dans l'Onkam. Mais nous sommes nombreux comme ça à le revendiquer. Qui développe? C'est certainement le gouvernement. Mais par l'entremise des élites qui ont une revendication vers la zone. Si vous ne dites pas au gouvernement, il y a telle chose à faire à tel endroit, ça ne se fera jamais. Et quand vous parlez effectivement des groupes de pression, les lobbies, ce n'est pas une invention camerounaise. Les gens se regroupent ensemble d'intérêt pour pouvoir faire bouger les choses. Nous sommes en train de pouvoir le faire. Les gens qui nous m'ont précédé, ou alors qui sont un peu plus âgés que moi, qui sont bien introduits, ils ont réussi à nous obtenir la route. Cette route-là bitumée, ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis, mais vous devez avoir des gens qui portent des dossiers. Si vous avez des gens qui portent des dossiers, ça va changer. Moi, je ne désespère pas. Je dis d'ailleurs aux gens, émerveillez-vous. Vous avez vu, on a une bonne route. Je suis très content qu'on a une bonne route. En m'émerveillant, je vais trouver peut-être qu'il faudra faire une bretelle à gauche et à droite. Si vous avez l'esprit noir, très souvent, vous n'allez pas voir des transformations qui s'opèrent sous vos yeux. On s'achemine vers la fin de cet entretien. Qu'en est-il donc de l'accord de conservation de gorilles et de leurs habitants? Parce que là, on est en train d'aller justement vers la validation. Nous voulons que les gorilles soient conservés. Et là également, l'unité forestière d'aménagement ne se fait pas au détriment des gorilles. Mais est-ce que c'est la solution? C'est des gorilles après tout. Vous réservez combien d'hectares aux gorilles? Mais je peux imaginer qu'à travers, ce n'est pas tellement les gorilles, c'est cette forêt luxuriante qui nous donne beaucoup d'oxygène, qui participe à la purification de l'air dans la planète qui est visée. Mais là encore, quand on coupe du bois, on ne rase pas les espèces. On coupe les bois qui sont à maturité, d'autres vont se régénérer. Je pense qu'à un moment donné, bon, on a dit qu'on va sursoir, on a dit qu'on a retiré, on trouvera un moyen pour pouvoir le lancer. La seule crainte que j'ai en la matière, c'est de dire effectivement, vous avez raison, nous sommes une génération qui est en train de partir. La plupart des gens de ma génération ont fait leur vie à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua, ainsi de suite. Les enfants sont donc nés ici. Autant je peux avoir une fibre qui me rattache là-bas, autant mon enfant a tendance à penser qu'il est un enfant d'Aquanor. Il était important pour nous, ma génération à moi, de leur monter le chemin de retour pour qu'on puisse passer la main convenablement. Demain, ils ont quel attachement là-bas? À part le fait que peut-être je vais les contraindre à venir me rendre fleurir ma tombe parce qu'ils seraient partis. Or, la plupart de ces élites qui parlent là aujourd'hui, quand je parle de fleurir la tombe, je pense qu'on va les enterrer à Douala. En quelques mots, donc, pour sortir, regardez votre caméra, le peuple, tout le peuple Nkam, et par rapport à ce, quel est votre souhait aujourd'hui? Nous aspirons à beaucoup de prospérité, à beaucoup de sérénité. J'espère que pour la population camoise, à travers je veux dire mes actions, à travers les actions de l'ensemble des élites qui travaillent dans la même direction, ils pourront trouver un jour les conditions de vie améliorées. Mais encore une dernière fois, il ne faut jamais désespérer de la vie.
Et il faut rester, comme je vous disais tout à l'heure, il faut rester émerveillé. Moi, j'analyse toutes les transformations positives qui se passent sous mes yeux. J'exalte cette transformation-là, je fantasme pour cette transformation-là. Ça me donne de l'oxygène pour pouvoir tenir, pour pouvoir patienter. Et dans la patience, effectivement, on peut gagner quelque chose. Il ne faut pas mourir aujourd'hui. Les gens qui mourront aujourd'hui ne verront pas la prospérité de demain. Alors, Samuel Dieudonné Motte, merci. On vous souhaite bon voyage sur Yaoundé puisque la session de mars est annoncée pour le 11. Vous avez un dossier particulier qui vous tient à cœur? On les prend au jour le jour, mais là également, moi aussi, je vais faire une tournée pour pouvoir recueillir juste à la fin de la session. Je voulais y aller un peu plus tôt, mais... Tournée parlementaire? Voilà, tournée parlementaire pour pouvoir recueillir les informations que doit remonter au gouvernement. Mais là également, quand on parle de contrôle de l'appareil gouvernemental, quand vous contrôlez, c'est pour sanctionner. La sanction, elle est négative ou elle est positive? Non, elle existe, elle existe. Non, c'est parce que vous le prenez de manière négative. Le simple fait, Madame Piégeot, d'avoir occupé le poste que vous occupez aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a votre demande qui a été sanctionnée. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une sanction positive. Et donc vous avez été promis pour cela. Et c'est quand on vous dit effectivement vous contrôlez le gouvernement, moi j'ai vu le gouvernement à l'œuvre. Je voulais le sanctionner en ces termes-là. Contrairement à ce que j'entends ici ou là, ils dorment dans leur bureau. On va dire que vous le dites parce qu'on est militant du RDPC. Quand un gouvernant, un ministre te parle de la connaissance de ces dossiers, vous vous mettez à fantasmer en disant tout compte fait, nous avons beaucoup de bonheur, beaucoup de privilèges à l'avoir à ce poste-là. Et ça également, il faut le saluer. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous pendant ces quelques minutes sur les antennes du Canal 2 International et merci d'avoir accepté d'être l'invité de la semaine. On vous souhaite beaucoup de chance dans ce combat pour le bien-être des populations. Vous l'avez rappelé, vous n'êtes pas que le député d'une CAM, vous êtes le député de toute la nation. Mesdames, Messieurs, merci. C'était l'invité de la semaine qui recevait Samuel Dieudonné Motte. C'est le député de la nation. Il a été élu lors du double scrutin de 2020 au Cameroun. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir.